Relecture, une émission de Hubert Juin. Aujourd'hui, Paul Verlaine, avec la participation de Jacques Borel, Michel Descaudins et Bernard Delvaille. Texte lu par Michel Lonsdal et Jean Negroni. Réalisation, Anne Lemaître. Mon testament. Je ne donne rien aux pauvres parce que je suis un pauvre moi-même. Je crois en Dieu. Paul Verlaine. Codicille. Quant à ce qui concerne mes obsèques, je désire être mené au lieu du dernier repos dans une voiture Le Sage, et que mes restes soient déposés dans la crypte de l'Odéon. Comme mes lauriers n'ont jamais empêché personne de dormir, des chœurs pourront chanter pendant la triste cérémonie sur un air de Gossec, l'ode célèbre « La France a perdu son Morphée ». Fait à Paris, juin 1885. Très étrange, ce Paul Verlaine auquel nous allons consacrer aujourd'hui notre relecture. Très étrange, comme personnage bien sûr, mais il est vrai que lorsqu'on parle de Verlaine, c'est le personnage qui s'impose, ce qui me semble être une erreur. Et ce qui a surtout pour effet de minimiser l'importance de Verlaine en tant que poète. Ceci dit, il existe de nombreuses éditions de Verlaine et il y a beaucoup d'études verlainiennes. Par exemple, il faut rendre hommage à Jacques-Henri Bornec, auquel nous devons, par exemple, Verlaine par lui-même aux éditions du Seuil, différentes études parues chez Nizet, par exemple sur les poèmes saturniens ou sur les fêtes galantes. Également André Vial, qui vient de publier Verlaine et les siens chez Nizet. Pour les œuvres complètes, il y en a une introuvable aujourd'hui, mais enfin qu'il faut signaler, c'est celle de Bouillane de Lacoste et de Jacques Borel, qui avait paru en 2 volumes et un supplément au Club du meilleur livre. À la Pléiade, les œuvres poétiques complètes, premièrement publiées par le Dantec, ensuite revues, fort heureusement, par Jacques Borel, et les œuvres en prose complètes, également à la Pléiade, également par Jacques Borel. Quant au passage de Verlaine au livre de poche, au livre au format de poche, bien, je pense qu'il faut se réjouir de l'abondance des publications, puisqu'on trouve, par exemple, en Poésie Gallimard, Les Fêtes galantes établies par Jacques Borel, on trouve Sagesse, Amour, Bonheur dans une édition due à Bornec, et plus récemment encore, en Garnier-Flammarion, 3 volumes qui mélangent poésie et prose, et qui sont dus à Jacques Gaudon. Il y a là les poèmes saturniens qui accompagnent Confession, il y a Sagesse parallèlement suivi des Mémoires d'un veuf, et il y a enfin les Fêtes galantes, les poèmes qui s'y rapportent, et tout le rapport Verlaine-Rimbaud, les textes sur Rimbaud, les correspondances, etc. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est ce que je disais au départ, cette sorte de passage dans un purgatoire, malgré tout, de Verlaine. On dirait de lui qu'il n'a aujourd'hui que des lecteurs naïfs. On ne le prend pas tellement au sérieux, et c'est dommage. Il n'est pas à sa place. Alors pourquoi n'est-il pas à sa place ? Eh bien, Michel Descaudins, je pense que c'est parce qu'il a été occulté. La nature de cette occultation me paraît triple. Premièrement, il y a la grande ombre de Rimbaud, qui est venue, si vous voulez, alors vraiment mettre Verlaine dans les limbes. Deuxièmement, il y a le jeu de la biographie. On se dit, ah là là, la mer qu'on défenestre, les liaisons diverses homosexuelles, parce qu'il n'y a pas que Rimbaud, les femmes de mauvaise vie, Verlaine au Procope avec l'absinthe, Verlaine au Café du Gaz rue de Rivoli avec la bière. Et on se dit, bon, ben, ce personnage a une vie tellement en morceaux, avec mes hôpitaux, avec mes prisons, que c'est presque un inculte. C'est-à-dire qu'on lui restitue une qualité de poète spontané, alors que c'est un homme qui a lu énormément, qui a bien lu, qui a lu tous les poètes de la modernité et qui les a fait fonctionner dans sa propre modernité. Enfin, le 3e volet de cette occultation repose, me semble-t-il, dans le jeu de l'anthologie. C'est-à-dire que l'anthologie scolaire, ou autre, a toujours charrié les 5 ou 6 éternels poèmes de Verlaine, l'a réduit à cela, et c'est d'autant plus dommageable que les musiciens, depuis Fauré jusqu'à Charles Trenet, se sont emparés de ces mêmes textes et par cela même les ont affadis.
Alors, ce qui me paraît très important, si vous voulez, avant de parler de cette poétique, Michel de Caudin, ce serait peut-être d'écouter le premier texte publié par Verlaine. Il a une vingtaine d'années, et cela paraît dans une revue que dirigeait Louis-Xavier de Ricard et qui se nommait la Revue du progrès moral, scientifique et artistique. Je cite le titre de cette revue parce qu'on sera même très étonné de voir qu'y figure ce sonnet de Verlaine, première œuvre donc publiée, Monsieur Prudhomme. Il est grave, il est mère et père de famille. Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux, dans un rêve sans fin, flottent insoucieux, et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille, où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux et les prés verts et les gazons silencieux? Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste milieu, botaniste et pansu. Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus mal peignés, il les a plus en horreur que son éternel coryza. Et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Alors Michel de Caudin, cette poétique. Eh bien oui, je crois que vous avez tout à fait raison, Hubert Juin, d'insister sur cette occultation et cette réduction qu'a subi Verlaine depuis sa mort et je dirais même dès son vivant. Et les grands coupables sont surtout les biographes. Vous le disiez, ces biographes qui ont vulgarisé la vie du pauvre Lélian, qui l'ont quelquefois pris au mot un peu trop facilement et qui l'ont représenté comme un misérable et génial pochard. Eh bien, je crois qu'il faut d'abord dire... On en a fait une sorte de ponchon. Exactement, et pire même. Oui. Et je crois qu'il faut dire que c'est absolument faux. Et un homme que vous n'avez pas cité, mais qu'on pourrait ajouter à ceux que vous avez cités, Antoine Adam, a eu le mérite, dans un livre déjà ancien, d'insister sur un aspect de Verlaine qui est la volonté. Il y a sans doute chez lui ce côté abandon au vent mauvais, abandon au destin, etc. Mais il y a en même temps au moins des sursauts, et des sursauts quelquefois continus de volonté. S'il est vrai qu'il y a des moments de déchéance chez Verlaine, Antoine Adam a bien montré que le dernier Verlaine, précisément celui des dernières années, est un homme qui retrouve un certain équilibre moral, sentimental, et je dirais même social. Une espèce de Verlaine qui s'embourgeoise, si vous voulez, dont l'idéal de vie est un idéal de petit bourgeois. D'ailleurs, il est pathétique de voir les efforts qu'il fait pour rentrer dans l'administration. Tout à fait, ça c'est extrêmement frappant. Mais enfin, puisque nous avons dit beaucoup de mal de la biographie, nous n'allons pas en faire. Et il est vrai que Verlaine, poète, est à redécouvrir. Et il est à redécouvrir d'abord comme un homme extrêmement lucide, qui n'a cessé de s'interroger sur la poésie, même s'il donne l'impression de la laisser couler de source. Et puisque vous avez cité le premier poème publié, je crois qu'on pourrait parler également de ses premières proses publiées, qui sont cet ensemble d'articles sur Baudelaire. Or, que trouve-t-on dans ces articles sur Baudelaire, qui ont paru également dans la revue de Ricard, oui. Et à la même époque, en 64-65, mais c'est une poétique extrêmement rigoureuse. C'est une poétique qui procède de Baudelaire et d'Edgar Poe, peut-être mal compris par Baudelaire, mais peu importe, et qui attribue au poète un pouvoir suprême de lucidité d'abord sur lui-même et de maîtrise ensuite sur son instrument, c'est-à-dire sur le langage. Oui, et c'est là, je pense, Michel de Caudin, vous touchez quelque chose de très important, je crois. C'est qu'on voit ce jeune Verlaine, n'est-ce pas ? Celui d'ailleurs qui écrit Monsieur Prudhomme. Alors, il écrit quand même Monsieur Prudhomme contre. Bien sûr. Il écrit contre cette trinité qu'il s'est créée, Baudelaire, Victor Hugo, le Comte de Lisle. Sans aucun doute. Et à ce moment-là, il fait déjà travailler sa modernité. C'est-à-dire qu'il a un tel souci du langage qu'il viole le langage. Exactement. Ce sera les fameux pissenlits, par exemple. Oui. Et vous abordez là une question importante que l'on peut retenir tout de suite, c'est que de la même façon,
il respectera le vers tout en le violant. Et ça, c'est une partie importante de sa poétique également, et qui s'étend sur toute son existence. Combien de fois a-t-on passé Verlaine au crible des règles de la poésie parnassienne, et a-t-on admiré à ce moment-là comme son recueil suprême les Fêtes galantes, à cause de la variété des vers, à cause de la rigueur technique, etc. etc. Combien de fois aussi s'est-on plaint d'autre part que le Verlaine de sagesse et le Verlaine d'après-sagesse semblaient aller à un amollissement, un affadissement du vers. Mais pourquoi disait-on cela? Parce que on se référait toujours à cette esthétique parnassienne. En réalité, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que Verlaine, qui a toujours été partisan du vers régulier, hostile au vers libre. Et je crois que c'est important cela, parce que ça marque justement le sens d'une certaine structuration du langage poétique. Eh bien, il a toujours été partisan du vers, et il l'a défendu contre les vers libristes, ses amis. Mais en même temps, il a introduit dans les formes régulières qu'il utilise jusqu'aux plus régulières, le sonnet par exemple, un autre rythme qui ne détruit pas le rythme fondamental donné par la règle, mais qui en quelque sorte se juxtapose à lui d'une façon telle que les deux rythmes se valorisent. Mais déjà, Michel de Gaudin, on trouve ça dans les Fêtes galantes, malgré tout. On le trouve déjà dans les Fêtes galantes, bien sûr. Je pense par exemple à Colloque sentimental. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts, et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible, où nous joignions nos bouches, c'est possible qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Mais vous voyez, je voudrais ajouter à cet exemple des Fêtes galantes un autre exemple qui me semble très frappant. C'est celui d'un poème de sagesse, bien connu, dont voici le début. « Ô vous, comme un qui boit au loin chagrins et joies, toi, cœur saignant d'hier qui flambes aujourd'hui, c'est vrai pourtant que c'est fini, que tout a fui, de nos sens, aussi bien les ombres que les proies. » Naturellement, nous avons retrouvé le quatrain alexandrin. Mais en réalité, la véritable découpe de cette strophe, c'est « Ô vous, commun qui boit au loin, chagrins et joies, toi, cœur saignant d'hier, qui flambes aujourd'hui, c'est vrai pourtant que c'est fini, que tout a fui de nos sens, aussi bien les ombres que les proies. » Et alors nous avons là un rythme très savant et très ingénieux que nous n'avons pas le temps naturellement d'analyser ici. Non, mais qui est très élaboré. Mais qui est très très élaboré. Et qui encore une fois ne détruit pas le vers, mais s'intègre, s'emboîte en quelque sorte dans le vers. Et je crois que nous touchons là une des plus grandes maîtrises de Verlaine. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, comme je crois Gaudon se risque un peu à le dire, mais dans le bon sens du mot, d'attirer notre attention sur un Verlaine livresque. C'est-à-dire, Verlaine lit ce qui se publie dans la modernité, dans son temps, et il récupère ce qu'il peut. Il travaille du même pas que ses contemporains. Il n'est pas cet homme du cabaret. Disons, s'il s'amuse, va au cabaret, il y va avec un livre à la main. Sans aucun doute. Pour revenir à Ponchon. Mais cela veut dire qu'il a une attention extrême à ce qui se fait. Oui, et à quoi il veut participer. J'en suis persuadé. C'est très net dans ses débuts, mais enfin c'est le fait de tout jeune poète que de lire ses contemporains. C'est vrai surtout de la période qui suit. Et pensez par exemple au moment où Verlaine, après une période
ou pour des raisons extrêmement diverses, il a été oublié, au moment où Verlaine donc refait émergence dans la littérature dans les années 80 et suivantes. Mais que fait-il ? Il écrit Les Poètes maudits, c'est-à-dire que cette émergence est une émergence par référence à un certain nombre de poètes inconnus à l'époque. Et de la même façon, sans doute n'est-il pas de ceux qui écrivent beaucoup leurs critiques, mais il est tout de même un homme qui a beaucoup parlé. Et là, il faut dire qu'il nous manque naturellement quelque chose. Il nous manque le discours de Verlaine, ce qu'il disait aux jeunes poètes, ses amis, et ce monologue continuel que sans aucun doute, de 1882 ou 1883 jusqu'à sa mort, il a tenu. Oui, vous avez raison, mais en même temps, il se passe quelque chose chez ce Verlaine-là. C'est cette tentation qu'il aura, qu'il ne réussira pas d'ailleurs à concrétiser, contrairement à Rimbaud, c'est lorsqu'il parle de poésie objective. Un peu, si vous voulez, comme dans Romance sans parole, les textes sur... les poèmes, plus exactement, sur Bruxelles. La fuite est verdâtre et rose, des collines et des rampes, dans un demi-jour de lampe qui vient brouiller toute chose. L'or, sur les humbles abîmes, tout doucement s'ensanglante. Des petits arbres sans cime, où quelque oiseau faible chante. Triste à peine, tant s'effacent ces apparences d'automne, toutes mes langueurs rêvassent, que berce l'air monotone. Ce n'est pas un échec, à vrai dire, parce qu'il ne poursuit pas quand même le même but que Rimbaud. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, à votre avis, qu'est-ce qu'il entendait par cette recherche d'une poésie objective ? Parce qu'il le dit dans une préface, il dit, oui. Dans Parallèlement, je crois, il dit « Je livre là des textes, mais ça fait partie d'un ensemble où j'arriverai à une poésie objective. » Oui, je crois que, très grossièrement, on pourrait dégager 3 temps forts dans les préoccupations poétiques de Verlaine. L'un qui est celui des débuts, dont nous parlions tout à l'heure. L'autre qui serait celui des années 90, où il prêche la sincérité. L'art, mes enfants, c'est d'être absolument soi-même. Formule d'ailleurs qu'on a mal comprise, parce qu'on a cru la prendre pour une volonté de confession, alors qu'elle contient une poétique et un sens du vers. Et alors la troisième, qui est celle dont vous parlez justement, qui est cette poésie objective, ce système dont il a parlé à plusieurs reprises, et dont effectivement on sait très peu de choses. On peut y rattacher sans doute un poème comme celui que nous venons d'entendre. On devrait y rattacher également des projets qui n'ont pas abouti, mais où Verlaine semblait vouloir faire de grands poèmes d'abord, ce qui est contraire à sa poétique habituelle, et des poèmes d'où l'homme serait exclu. Je le cite approximativement, mais c'est cela qu'il veut dire. Et qu'entendait-il par là ? Est-ce que c'était des poèmes qui auraient été entièrement contenus dans une espèce de vibration de la nature ? Est-ce que ça aurait été une sorte de passage à l'abstraction ? C'est très curieux. En tout cas, il y a manifestement là une volonté très moderne, très axée sur une modernité de l'époque, de faire une poésie autre. Je crois qu'on pourrait peut-être la mettre en liaison avec certaines recherches des peintres impressionnistes. Oui, mais à ce moment-là aussi avec Mallarmé. Et avec Mallarmé. Parce que Mallarmé apparaît dans Les Poètes maudits. Bien sûr. C'est évident que Verlaine le salue. Bien sûr. Mais avec cette vue nouvelle de la réalité que donne le peintre impressionniste, qui est à la fois réaliste et autre chose que réaliste, mais qui tient tout de même à ce réalisme. Et il me semble que cette recherche d'une objectivité poétique, c'est une étape. C'est une étape dans la volonté de Verlaine d'arriver à une poésie qui soit une poésie intégrale. C'est-à-dire une poésie où la totalité de l'être s'exprime dans une totalité du langage. Eh bien, disons peut-être que cette étape de la poésie objective, c'est la totalité du langage. Et c'est pour ça que Verlaine avait raison d'un peu rejeter
ce texte, à mes yeux, trop fameux et trop privilégié, qui est son art poétique, qui n'est jamais qu'une étape, et comme il disait, une chanson parmi d'autres chansons. D'ailleurs, nous n'avons pas cité cet art poétique qui a trop couru, bien sûr, les rues, et qui appartient à cette occultation par l'anthologie dont j'ai parlé. Car enfin, réduire Verlaine à ce qu'il a appelé, malencontreusement, je pense qu'il devait le regretter par la suite, art poétique, justement, ce n'est pour lui qu'une chanson parmi. Exactement. Voilà comment est Verlaine. Vous avez défini ces 3 étapes, mais maintenant, est-ce que les autres, ces contemporains, ces jeunes dont vous parliez, qui allaient quand même voir Verlaine, tout le monde sait que tout le monde allait fréquenter Verlaine, lui payer à boire, écouter ses conseils, mais est-ce que ça a eu du poids? Est-ce qu'il y a un tracé, une marque de Verlaine sur son époque? Eh bien, en fin de compte, je ne le pense pas. C'est d'ailleurs une question que nous pourrions élargir, cela je ne le ferai pas maintenant, je me contente de le signaler. Quelle est la marque de Rimbaud sur son époque, par exemple? Mais revenons tout de même à Verlaine. Verlaine a certainement marqué comme personnalité. Rappelez-vous, les jeunes poètes de 1890 allant respectueusement le saluer. Est-ce qu'il a marqué comme exemple? C'est bien possible. Il y a certainement une trace de la musicalité du vers, nous nous entendons, nous mettons des guillemets à musicalité, qui passe par sa main, qui passe par une frange seconde du symbolisme et qui rejaillit dans une modernité des années 1900, qui apparaît chez Apollinaire ou chez Salmon, par exemple. C'est certain. Est-ce qu'il y a une influence de Verlaine dans sa pensée, dans sa poétique? Là, je serais beaucoup plus hésitant. Et je pense que cette défiance à l'égard d'un Verlaine penseur, d'un Verlaine qui aurait des idées, elle date des années même où les jeunes poètes allaient vers Verlaine. Et il est très certain que même ses contemporains, me semble-t-il, ne prenaient pas très au sérieux un certain nombre de ses déclarations, de même qu'ils ne prenaient pas très au sérieux des attitudes qu'ils pouvaient considérer, eux, comme des palinodies, alors qu'en réalité, c'était une continuité profonde. Je ne peux pas m'empêcher ici de penser à Apollinaire, par exemple, qui a subi à peu près, de la part de ses contemporains, le même sort. Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des chants, des vers, des temples grecs et des tours en spirale qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales. Et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu. J'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus. Las de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues, jouer du flux et du reflux, mon âme pour d'affreux naufrages appareils. Et il dit lui-même, Michel Descoudin, dans ce poème L'Angoisse que nous venons d'entendre, et qui est apparu dans les poèmes saturniens, c'est-à-dire dans le premier recueil, celui qu'il publie grâce à sa cousine Elisa, qu'il apparaît vers des naufrages, enfin, comme si lui-même, déjà tout au début, prenait conscience, et c'est un leitmotiv chez lui, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus au monde, et nous ne sommes pas au monde de Rimbaud, c'est du Verlaine. Il y a cette nostalgie du paradis perdu, et il y a cette conscience évidente et étonnante, que je transcris dans un terme de la poétique, n'est-ce pas? Une conscience évidente du désastre, enfin, du désastre obscur. Certainement, certainement. Alors, je crois qu'effectivement, notre conversation jusqu'à présent a été une conversation à contre-courant, c'est pas une conversation contre, et que nous avons été tentés, naturellement, de valoriser un aspect de Verlaine qui est souvent laissé de côté. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi chez lui cet homme qui est saisi par l'angoisse, cet homme douloureux, cet homme dont la volonté brusquement semble se dénouer et laisser la place au vent mauvais. Tout cela existe naturellement. Et je crois que toute la personnalité de Verlaine est justement dans cette association et dans ses contradictions. Et alors, peut-être justement,
ce dont nous parlions tout à l'heure, cette façon dont le vers semble s'effilocher, avec beaucoup de science naturellement, et à travers un vers régulier, cette musique de l'impair, ces poèmes solubles dans l'air qui se terminent sans se terminer, etc., tout cela pourrait peut-être être ramené à un autre aspect de sa personnalité, cet aspect évoqué par le poème Angoisse, cet aspect tourmenté, faible, abandonné, etc., etc. Et il est bien évident qu'une poétique ne peut pas être séparée d'une expérience vécue. Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs, les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, l'omnibus, ouragan de ferraille et de boue, qui grince, mal assis entre ses quatre roues, et roule ses yeux verts et rouges lentement, les ouvriers allant au club, tout en fumant leur brûle-gueule au nez des agents de police, toit qui dégoûte, murs suintants, pavés qui glissent, bitume défoncé, ruisseau comblant l'égout, voilà ma route, avec le paradis au bout. Jacques Borel, Michel Descoings vient je crois, de dire quelque chose de très important, savoir qu'on ne pouvait pas faire fonctionner la poétique de Verlaine sans y faire paraître l'homme. Or, l'homme Verlaine me paraît, à moi en tout cas, un homme redoutablement masqué. C'est-à-dire, c'est un homme qui paraît perpétuellement avoué et qui en fait n'avoue rien. Jamais. Absolument jamais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je crois même avoir écrit que c'était une espèce d'être de fuite. Et je crois qu'en effet, ce qu'il fuit par-dessus tout, c'est la lucidité. Enfin, je crois que cet homme il a eu des quantités de camarades de lettres, mais il n'a eu vraiment aucun ami. Enfin, le Carimbaud est tout à fait autre chose. Mais ces lettres même, argotiques, en argot de collège, sont une espèce de masque constant. Et je crois que dans ce sens, on peut dire au fond que la biographie de Verlaine ne le révèle pas du tout. Ne le révèle pas du tout. Il a seulement des aveux, me semble-t-il, surtout dans Confession, son dernier texte publié de son vivant, oui. À propos de la boisson. La boisson, oui. Et non seulement dans les confessions, mais dans des poèmes également. Bien sûr. Y compris dans la bonne chanson. L'oubli qu'on cherche dans des breuvages exécrés. Oui, voilà, breuvage exécré. Or, il commence à boire très tôt. Très tôt. Puisque décidément je suis entré dans la Via Dolorosa des plus intimes aveux, et que je me plais dorénavant à cette franchise qui fait l'honnête homme, parlons du peut-être seul vice impardonnable que j'ai parmi tant et tant d'autres, la manie, la fureur de boire, là. D'abord, j'ai bu beaucoup quand j'allais chez mon oncle à Fampoux, près d'Arras. Un gros village célèbre par un terrible accident de chemin de fer. Victor Hugo a dit « le Fampoux d'une conscience ». De l'Breume et de Schelblingue et du Nief, sans compter les bistoules. Mot amusant puisque patoisant, mais chose dure, même pour un estomac de 20 ans et déjà préjudiciable à une tête déjà en l'air. Alors la première fois que j'ai bu, je pouvais en effet avoir dans les 17-18 ans. Je connaissais par conséquent la femme, et je vous assure que j'honorais fort cette sainte-là. Donc je n'avais plus trop de ces scrupules enfantins que je regrette, trop en vain de ne plus avoir du tout, malgré cette affreuse santé qui m'avertit et parle, je le crains, à un sourd. Et, non sans lutiner les filles de là-bas, ni sans les bousculer dans les granges et vers les meules, je me saoulais carrément sous le vain prétexte que ça faisait pisser. Je n'avais pas alors de maux de tête ni de pituite. J'en ai rabattu, tout en luttant de mon mieux, qui est tout de même bien. Il commence donc à boire, comme nous venons de l'entendre, et là il est vraiment très très jeune, lorsqu'il fréquente son oncle dans les Ardennes. Très jeune, oui, très jeune. Et ensuite il y a sa jeunesse pseudo-étudiante, puisqu'il ne va pas à la faculté de droit, il hante les cafés du quartier latin déjà. Oui,
Et je crois que... il n'a jamais accepté cela, enfin. Il a senti toujours une espèce de vertige, de menace en lui. De même que je crois qu'il n'a jamais vraiment accepté son homosexualité, ce qui explique aussi peut-être l'espèce de mariage soudain avec Mathilde Mottet. Oui, il y a là peut-être aussi un jeu avec Charles de Sivry, n'est-ce pas? On ne sait pas, il y a l'attirance pour Sivry existe aussi. Peut-être. Existe oui, aussi. Enfin, en tout cas, c'est très trouble. C'est très trouble. Vous avez raison. Mais si nous restons sur le plan de la boisson, il y a une escalade chez Verlaine, et il l'avoue lui-même, puisqu'il commence par la bière et puis il finit par l'absinthe. Et là, il y a une page, évidemment, qui le lie absolument à ce moment-là, cette découverte de la verte. Et le fameux Verlaine au Procope qui paraît un vieillard. Et l'image nous est restée du vieillard, du vieux faune Verlaine. Il est mort à 52 ans. Absolument. Oui. Bien. Et cette découverte de cette boisson horrible, comme il dit, une espèce de breuvage exécré, c'est la mort de la cousine Élisa. Il faut dire que la cousine Élisa a financé le premier recueil de Verlaine chez le maire, c'est-à-dire les poèmes saturniens. Oui. Et puis, elle meurt. Il arrive d'ailleurs trop tard, même pour se changer, il est tout mouillé, il la porte en terre, il lui vient de là un désarroi total, et là aussi, il raconte. Oui, pendant les 3 jours qui se succédèrent après l'enterrement de ma chère cousine, je ne me soutins qu'à force de boire de la bière et encore de la bière. Je tournais ivrogne. Si bien que rentré à Paris, à mon bureau où mon chef, par surcroît, dans ma tristesse affreuse, me chapitra sur le jour en plus que j'avais pris, au point que je l'envoyais promener. Rentré, dis-je, à Paris où la bière est affreuse, ce fut sur l'absinthe que je me rejetai. L'absinthe du soir et de la nuit. Le matin et l'après-midi étaient consacrés au bureau, d'où mon algarade ne m'avait pas fait remercier. Et d'ailleurs, ayant, moi, l'égard pour ma pauvre mère en même temps que pour mon chef de bureau, la ruse de leur laisser ignorer la nouvelle et si déplorable habitude inaugurée. Cette absinthe. Quelle horreur quand j'y pense d'alors. Et d'un depuis qui n'est pas loin. Assez loin pour ma dignité, pour ma santé, pour ma dignité, pourtant plus encore quand j'y pense. Vraiment. Un seul trait de l'atroce sorcière verte. Quel imbécile l'a donc magnifié, en fée, en muse verte. Un trait plutôt comique encore, en attendant des farces plus sérieuses. J'avais une clé de l'appartement des Batignolles, où nous continuions à vivre, ma mère et moi, depuis la mort de mon père, et j'en profitais pour rentrer à telle heure que je voulais de la nuit. Moyennant des mensonges gros comme le bras dont ma mère ne se doutait pas, ou se doutait, mais sur lesquels elle fermait, difficilement et douloureusement, je le crains, aujourd'hui seulement, hélas, les yeux. Où je passais les nuits, pas toujours en lieu bien recommandable. De vagues beautés m'enchaînaient souvent de liens de fleurs, où je passais des heures et des heures dans cette maison de la vieille, dépeinte si magistralement par Mendès, et dont il sera parlé ici même en temps et lieu, où j'allais purement, entre autres amis, avec le si regretté Charles Cros, m'engloutir à ce cabaret de nuit, où l'absinthe coulait à flots de Styx et de Cocyte. Si bien qu'un beau, ou plutôt qu'un vilain petit jour, comme j'étais, suivant mon habitude, rentré subrepticement dans ma chambre séparée par un vestibule de celle de ma mère, et m'étais en silence déshabillé, puis couché, à l'effet de goûter 1 heure ou 2 d'un repos injuste, bien que mérité, philanthropiquement parlant, je dormais à poings fermés. Lorsque vers 9 heures, heure à laquelle je devais faire mes préparatifs de départ pour le bureau, toilette, bouillon ou chocolat, maman entra dans ma chambre comme elle en avait coutume pour me réveiller. Elle poussa une grande exclamation qui se sentait pourtant d'une envie de rire, et me dit, car le bruit de la porte en s'ouvrant, puis la susdite exclamation m'avait réveillé, « Pour Dieu, Paul, comme te voilà, tu t'es au moins encore grisé ce soir. » Encore me blessa. Je répondis acrimonieusement, « Pourquoi me dire encore? Je ne me grise jamais, et hier encore moins que jamais. J'ai dîné dans la famille de mon vieux camarade un tel où je n'ai bu que de l'eau rougie et que du café sans cognac après le dessert. Et je suis rentré un peu tard parce que c'est très loin d'ici, chez eux, mais je me suis couché bien tranquillement, comme tu peux le voir. » Maman ne répondit pas un mot,
mais allant décrocher à l'espagnolette d'une des 2 fenêtres de ma chambre un miroir à main dont je me servais pour me faire la barbe, vint me le mettre sous les yeux. J'avais couché avec mon chapeau de forme. Je le répète en toute vergogne, j'aurai plus tard à raconter bien d'autres et de bien d'autres absurdités et pis, dues à cet abus de cette horrible chose, la boisson, et dans la boisson cet abus de lui-même, source de folie et de crimes, d'idiotie et de honte que les gouvernements devraient sinon supprimer, et au fond pourquoi pas, du moins terriblement taxer et imposer l'absinthe. Mais cette anecdote, bien sûr, comme il dit lui-même, elle est un peu drôle. Mais elle dissimule quand même ces choses très graves, notamment le rapport avec la mère, parce qu'il ne faut pas oublier que la suite de violences contre sa mère, défenestration ou presque, il va passer 1 mois en prison. Oui, et il a commencé bien avant. Bien sûr, aussi. C'est un comble. Ah oui, il y a une espèce de fureur homicide. Parfois en lui, il s'en prendra à Alphonse Daudet aussi bien qu'il rossera un coup de canne, même à son meilleur ami le Pelletier. Et en même temps, l'exaltation pour Casals. Absolument, oui. Mais Casals ne marche ambiguïté. pas et ça reste platonique, et même ça se teinte d'une espèce de mysticisme ensuite, une fois que Verlaine s'est senti repoussé sur ce plan. Et ça veut dire que Verlaine ne trouve jamais d'équilibre. Ah, je crois, non, jamais, non. Et il en a conscience, c'est une des rares choses, je crois, dont il ait conscience, cela. Quand il parle constamment, de sa faiblesse, de son cœur fou, du fait qu'il boit, comme on dit banalement, mais il le dit lui-même, n'est-ce pas? Non pas pour boire, mais pour oublier. Et oublier quoi? Ces monstres qu'il sent affleurer sans cesse en lui, mais qu'au fond il ne connaît pas, et que peut-être il ne veut pas voir. Au contraire, par exemple, de quelqu'un d'une aussi grande lucidité que Baudelaire. D'ailleurs, on a dit de Rimbaud, bon, l'homme aux semelles de vent, mais il y a dans l'existence, disons, géographique, n'est-ce pas, de Verlaine, une ronde incessante qui le fait tourner autour de Paris, autour de Londres, qui le plonge dans Paris et dans Londres d'accord, qui le renvoie dans le Luxembourg belge, qui le fait retourner à Metz, lieu de naissance, qui le fait aller à Reims, qui le fait suivre Lucien Le Tinois. Le Tinois qu'il considère comme son fils et qui est aussi une réincarnation de Rimbaud. Oui. Tout cela montre un homme perpétuellement en désaccord entre, si vous voulez, à mes yeux, la nature, ou mieux, la campagne. Oui. Parce que la nature de Verlaine est une campagne cultivée, c'est un lieu assez domestiqué, et la cité. Et il est d'autant plus un citadin qu'il est un marginal dans la cité. Tout à fait, tout à fait. Et il y a alors là-dessus cet admirable poème repris, qui date des années de prison, mais repris dans Jadis et naguère, qui est Kaléidoscope. Oui. Cette espèce de rêve qui reprend, qui s'interrompt, et l'on est là dans une ville dont on ne sait pas si elle est réelle ou non. Mais il y a aussi, dans Mémoire d'un veuf, une prose qui me paraît très explicite, qui s'appelle Cheval de retour. Mon idée a toujours été d'habiter dans la vraie campagne, dans un village en plein champ, une maison d'exploitation, une ferme dont je fusse le propriétaire et l'un des travailleurs, l'un des plus humbles, vu ma faiblesse et ma paresse. Eh bien, j'ai réalisé cette hoc erat, j'ai connu, pratiqué, apprécié les menues besognes des champs, un jardinage léger, la bonne curiosité, les saines médisances villageoises qui vous font comme une maison de verre et vous forcent à la correction de la vie, tenant toujours en haleine la dignité qui s'allait endormir, et le sommeil à point fermé après une journée simple. Cela assez longtemps pour m'en toujours souvenir et le regretter longtemps. Car les circonstances, qu'il y ait eu de ma faute comme c'est probable ou non comme ça se pourrait, viennent de me rejeter fort brusquement même en plein bagne parisien. Et me voici, sombre citadin qui est perdu langue.
me trouvant tout dépaysé dans un chez-moi jadis et naguère abdiqué, me démenant pour du beurre sur mon pain parmi cette discorde d'intérêts factices et de plaisirs fous, sans illusions courageuses, lourd d'une expérience inutile. Courses et démarches plates et dures comme un trottoir, repas empoisonnés, nuit blanche, voisinage qu'il faut bien subir, tentation méprisée mais forte sur un vieux cœur qui fut autrefois tout à ça. La nuit je grimpe mes 100 marches à la lueur d'allumettes qui me brûle le bout des doigts, avec de la fatigue plein les muscles, des chansons de la rue plein la tête, pour m'aller coucher et ne pas dormir au bruit jamais fini des fiacres aux stores baissés, et des fardiers et des camions et des charrettes chargées de ferrailles, de meubles cassés et de boue. Et cela, c'est son divorce. Campagne, cité, et alors on peut pousser plus loin. Homme, femme. Absolument, oui. Il y a une chose d'ailleurs très très frappante, c'est que il ne se consolera jamais de sa séparation avec Mathilde. Oui. Et alors là, je crois qu'on a beaucoup accusé Verlaine de mauvaise foi, d'hypocrisie. Je crois que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que cela. Car au moment même où il part avec Rimbaud, il écrit un billet à Mathilde. « Ma pauvre Mathilde, je fais un mauvais rêve. » Et il dit qu'il reviendra. Et je crois qu'il finit vraiment par se convaincre quand il écrit aussi à Hugo « C'est moi le quitter », pas ce qui fait bondir. Je crois que c'est beaucoup plus profond que cela. Il a besoin de se raccrocher à elle. C'est-à-dire la fameuse scène à Bruxelles avant le coup de revolver n'est pas une comédie. Je ne crois pas. Je crois que c'est cet être qui se voit sombrer. Je crois qu'aussi, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il a épousé Mathilde. Parce que tout de même, la demande en mariage est faite à Charles de Civry, mais après une nuit passée dans les bordels et dans les cabarets d'Arras. Donc c'est cet être qui sombre et qui a besoin d'une espèce de pôle fixe auquel se raccrocher et que finalement il ne trouvera jamais. Mais alors, Rimbaud. Oui, alors évidemment je crois que c'est la plus grande influence que Verlaine ait subie, mais je crois que là il y aurait une espèce de danger à se limiter tout de même aux données biographiques que nous avons. Parce que je crois qu'il y a essentiellement un attrait, une espèce d'attirance sur un autre plan, enfin, pas seulement sur le plan physique. C'est-à-dire, il y a quand même collusion de poétique aussi. Oui. Nous parlions avec Michel Descaudins de cette période où Verlaine pense à écrire des poèmes objectifs, comme il dit, c'est-à-dire des poèmes sans l'homme dedans. Or là, c'est l'influence Rimbaud. Ça, c'est l'influence Rimbaud. De la même façon que si on oublie un peu Verlaine, c'est parce que l'ombre de Rimbaud, comme je le disais au début, l'écrase. Ah, tout à fait. Oui, oui. Et cela aussi à cause d'ailleurs des surréalistes, et parce que je crois que la poésie qui a suivi a donné la primauté à l'image, chose que Verlaine n'a pas faite. Il est pratiquement sans postérité. Enfin, on ne voit pas de postérité verlainienne, sauf peut-être aujourd'hui certains poèmes d'Henri Thomas, qui sont eux-mêmes très marginaux. La poésie a pris une autre direction, et c'est aussi, je crois, ce qui masque la nouveauté de Verlaine, qui a échappé d'ailleurs aux contemporains aussi. Mais ce que je voulais dire à propos de Rimbaud, et que souvent on n'y pense pas, c'est que c'est Verlaine l'aîné, et que Rimbaud va à Verlaine comme à un maître. Et cela, je crois qu'avant Octave Nadal et moi-même, presque personne ne l'avait remarqué. Je crois que c'est très important. Dans la fameuse lettre du Voyant, Verlaine est placé avec Baudelaire au rang des seuls vrais poètes, des voyants. C'est donc tout de même un admirateur qui s'adresse à un aîné. Je sais bien que dès le début aussi, Rimbaud, je crois, était assez diabolique, en effet, comme le pensera Verlaine. Rimbaud a été au courant, peut-être par Bretagne, leur louche relation, n'est-ce pas, ardennaise, des mœurs de Verlaine, puisque la lettre qu'il lui écrit, dont nous avons des fragments,
Il lui dit qu'il n'est pas plus gênant qu'une petite crasse ou des choses comme ça. Ça semble bien tout de même faire appel à autre chose qu'à une rencontre poétique. Il avait entendu Oui. parler de Lucien Viotti, sans doute. Peut-être, mais alors ça, pour Lucien Viotti, nous manquons de renseignements. J'allais dire, nous n'avons pas tenu la chandelle, si vous me pardonnez. Disons pour les auditeurs que Lucien Viotti était un condisciple de Verlaine, et il est évident que Lucien Viotti meurt jeune. Très jeune. D'ailleurs, tous les hommes que l'on fréquentera à Verlaine vont ou le quitter comme Rimbaud, puisqu'il fera même un article à l'annonce de la fausse mort de Rimbaud, n'est-ce pas? Et les autres vont mourir jeunes, c'est indéniable. Et Lucien Viotti, quand même, dans un texte... Des Mémoires d'un veuf. Des Mémoires d'un veuf, il dit, il parle des exquises proportions de son corps d'éphèbe. Voilà, c'est le texte le plus révélateur, je crois. Et alors, il y a les textes sur Rimbaud, car il y en a une masse. Baudon les a repris en postface, si vous voulez, des Fêtes galantes, de son édition des Fêtes galantes chez Garnier-Flammarion. Et bien sûr, il y a d'abord le grand texte des poètes maudits de 1884. Félix Fénéon a dit, en parlant comme il faut des illuminations d'Arthur Rimbaud, que c'était en dehors de toute littérature et sans doute au-dessus. On pourrait appliquer ce jugement au reste de l'œuvre, poésie et une saison en enfer. On pourrait encore reprendre la phrase pour mettre l'homme en dehors en quelque sorte de l'humanité et sa vie en dehors et au-dessus de la commune vie. Tant l'œuvre est géante, tant l'homme s'est fait libre, tant la vie passa fière, si fière qu'on n'a plus de ses nouvelles et qu'on ne sait pas si elle marche encore. Le tout simple comme une forêt vierge et beau comme un tigre, avec des sourires et de ces sortes de gentillesse. Bien des avis se partagèrent sur Rimbaud, l'individu et le poète. D'aucuns crièrent à ceci et à cela. Un homme d'esprit a été jusqu'à dire « mais c'est le diable ». Ce n'était ni le diable ni le bon Dieu, c'était Arthur Rimbaud, c'est-à-dire un très grand poète, absolument original, d'une saveur unique, prodigieux linguiste. Un garçon pas comme tout le monde, non certes, mais net, carré, sans la moindre malice et avec toute la subtilité de qui la vit, à lui qu'on a voulu travestir en loup-garou, et tout en avant, dans la lumière et dans la force, belle de logique et d'unité, comme son œuvre. C'est un hommage rendu, et il dit c'est pas le diable, mais il finira par, quand même, dans Crimen Amoris, absolument, dire que c'est le diable. Ah oui, mais absolument. Mais je crois que Crimen Amoris de Valérie Métessio est en effet un des poèmes les plus importants de Verlaine, mais c'est aussi, si je puis dire, la version verlainienne des textes célèbres de Rimbaud sur la Vierge folle et l'époux infernal. Aux yeux de Verlaine, très, très vite, l'entreprise rimbaldienne paraît démesurée et paraît démoniaque. Ce jeune Satan l'émerveille, et puis je crois qu'il recule, effrayé, effaré, et alors c'est à ce moment-là que va intervenir, ça a été écrit en prison, Crimen Amoris, que va intervenir la conversion, et Verlaine, au fond, contre l'exemple de Rimbaud, finit par parler du Dieu clément qui nous gardera du mal. Oui, et d'ailleurs, restons 2 secondes sur ce terrain de la conversion, parce que ça aussi, on l'a mis en doute, n'est-ce pas? Ah, je crois que là, on a tort. Je crois que l'on a tort. Il y a une chose qui me frappe, c'est la soudaineté de cette conversion, la soudaineté apparente. C'est tout de même lorsque le directeur de la prison de Mons l'informe de la séparation de corps avec Mathilde. Et dès le lendemain, il demande un catéchisme. Mais cela a été précédé. Il appartenait à une famille très catholique, avec des prêtres amis qui sont sûrement intervenus aussi auprès de l'aumônier de la prison. Cela a été précédé, dès la très grande jeunesse de Verlaine, de mouvements effarés, assez semblables. Dès 1863, je crois, un prêtre ami dont nous avons une lettre parle des confidences poignantes de Verlaine, lui disant la peur de sa propre faiblesse, la peur de la grande ville et de ses tentations. Et une autre fois, tout jeune encore, et alors qu'il était... C'était avant la Commune, mais qu'il l'était, ou du moins qu'il se croyait hébertiste, un jour soudain, il entre dans une église et il va se confesser. Donc c'est vraiment l'être qui a peur de lui-même et qui a sans cesse besoin de se raccrocher à quelque chose de stable. Donc je crois que la conversion, on ne peut pas la mettre en doute.
Ce que j'ai essayé de montrer, mais je crois que la plupart des critiques modernes sont d'accord là-dessus, aussi bien Octave Nadal que Jean-Pierre Richard, c'est que très tôt, cette espèce d'exaltation a besoin de s'étayer sur le catéchisme, des lectures qui deviendront très vite des lectures politiques, Joseph de Maistre en particulier, et que alors l'espèce des fusions mystiques, peut-être un grand mot dans le cas de Verlaine, mais tout de même, je crois que là, il y a eu un mouvement irrépressible en lui. Mais c'est toujours le même besoin de s'accrocher, de se raccrocher à quelque chose. Je crois qu'il va à la conversion comme il est allé au mariage avec Mathilde, pour se sauver. Les faux beaux jours ont lui tout le jour, ma pauvre âme, et les voici vibrer au cuivre du couchant. Ferme les yeux, pauvre âme, et rentre sur le champ. Une tentation des pires, fuit l'infâme. Ils ont lui tout le jour, en longs grêlons de flammes, battant toute vengeance aux collines, couchant toute moisson de la vallée, et ravageant le ciel tout bleu, le ciel chanteur qui te réclame. Oh, pâlie et va-t'en, lente et joignant les mains, si ces hier allaient manger nos beaux demain, si la vieille folie était encore en route, ces souvenirs, va-t-il falloir les retuer? Un assaut furieux, le suprême sans doute. Oh, va prier contre l'orage, va prier. Ce que vous dites, Jacques Borel, c'est un peu un chemin à la Baudelaire, puisqu'il va vers les mêmes maîtres, vers Joseph de Maistre, à cette différence près, je crois, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une autre notion baudelairienne qui intervient et qui joue chez Verlaine. À cette différence près, je crois, c'est que si Baudelaire montre à tel point, et c'est une des clés, je crois, de Baudelaire, ce sens du péché, alors ça, on ne le trouve pas du tout chez ce païen de Verlaine. En tout cas, pas dans les aveux, n'est-ce pas? Ce qu'il a, c'est ce besoin de se déchirer, c'est ce besoin de faire mal, c'est cette impossibilité de se dominer. Oui, absolument. Même dans le sein de l'Église, n'est-ce pas? Même Absolument. dans le sein du Seigneur. Ah, sinon que, vous permettez que je vous interrompe un je vous instant? en prie. Sinon que je crois que ça, tout de même, c'est important, parce que notamment des gens comme François Porcher, dont la biographie de Verlaine a été très tapageuse, n'ont pas assez marqué cela, et qu'on est un petit peu resté sous cette impression. Je crois que tout de même, il faut montrer, Antoine Adam l'a très honnêtement montré, combien Verlaine avait tenté, et ça a dû lui être très dur, de rester ce chrétien, ce converti. Il y a tout de même son enseignement à cette école libre de Rethel. Il y a une tentative, évidemment très vite menacée, de ne plus boire. Dès la 2e année à Rethel, on ne doit plus lui donner les classes que le matin, parce que sans ça, il a bu. Il y a cette tentative de chasteté, qui, je crois, malgré la passion pour Lucien Létinois, a duré assez longtemps. Au fond, c'est lorsqu'il perd Lucien Létinois qu'il y a un désespoir terrible, que tout s'effondre, et alors que Verlaine devient cet être de nouveau à volo, que préfigurait d'ailleurs le premier prologue des poèmes saturniens et la célèbre chanson d'automne, n'est-ce pas, cette feuille morte, balayée par le vent et qui n'est pas maître de son destin, qui va de ça, de là, et il n'arrêtera plus. Mais je crois qu'il y a eu un véritable effort et très profond, très poignant. Oui, mais c'est un effort presque dogmatique, n'est-ce pas? Oui. Ce qui ne met pas en cause, comme chez Baudelaire, ce sens de la nature pécamineuse de l'individu, n'est-ce pas? Il veut se raccrocher. Il veut se raccrocher, mais Il cherche une colonne vertébrale. Tout à fait. Cependant, je ne suis pas sûr. Il tentera dans le célèbre sonnet, n'est-ce pas, d'exalter la chair, mais je ne suis pas sûr que malgré tout, il n'y ait pas comme... Il parlera le remuement de la chose coupable. Donc c'est un sentiment du péché moins, disons, kierkegaardien, si vous voulez, que oui, mais alors, Baudelaire, mais il l'a. Oui, alors je viens à un autre tracé baudelairien. Parmi les premières publications de Verlaine, il y a
un petit recueil, Les Amis, n'est-ce pas, que va publier Poulet-Malassis, Oui. immédiatement après les poèmes saturniens. Absolument. Et livre qui sera condamné d'ailleurs par le tribunal de Lille. De Lille. Et bon, on pourrait évidemment faire un rapprochement assez facile avec Femme damnée, bien sûr, mais quand même, il y a un tracé dans toute l'œuvre de Verlaine qui Absolument. montre une attirance, presque une fascination pour l'amour saphique. Ah, tout à fait. Tout à fait. On trouve chez les ingénus, n'est-ce pas, les femmes se promènent ensemble, c'est sur le balcon, c'est les poèmes de parallèlement qui reprennent certains poèmes des amis. Il y a d'ailleurs un poème très troublant que je pense que nous pouvons entendre, et qui est la ballade Sappho. Ma douce main de maîtresse et d'amant passe et rit sur ta chair en fête. Rit et jouis de ton jouissement. Pour la servir, tu sais bien qu'elle est faite, et ton beau corps, faut que je le dévête, pour l'enivrer sans fin d'un art nouveau, toujours dans la caresse, toujours prête. Je suis pareil à la grande Sappho. Laisse ma tête errant et s'abîmant à l'aventure, un peu farouche, en quête d'ombre et d'odeur et d'un travail charmant, vers les saveurs de ta gloire secrète. Laisse rôder l'âme de ton poète, partout, par là, champ ou bois, mont ou vaux, comme tu veux, et si je le souhaite, je suis pareil à la grande Sappho. Je presse alors tout ton corps goulûment, toute ta chair contre mon corps d'athlète, qui se bande et s'amollit par moments, heureux du triomphe et de la défaite, en ce conflit du cœur et de la tête, pour la stérile étreinte, où le cerveau vient faire enfin la nature complète. Je suis pareil à la grande Sappho. Prince ou princesse, honnête ou malhonnête, qui qu'en grogne, et quel que soit son niveau. Trop su poète ou divin proxénète, je suis pareil à la grande Sappho. Alors cette pulsion, cet attrait, est-ce que ça ne débouche pas sur une érotique? Ah, je crois que Verlaine est un poète profondément érotique, mais avant de devenir presque un poète pornographique dans les recueils libres, son érotique, je crois, est extrêmement subtile, douloureuse, menacée. Je crois que Les Fêtes galantes, par exemple, sont et ne sont pas un recueil érotique. L'érotisme y affleure sans cesse, mais c'est tout de même sur ce colloque sentimental de fantômes dispersés, happés, bu par les ténèbres, que le recueil s'achève. Je sais bien que c'est à la fin de sa vie que Verlaine, être de palinodie, être de mauvaise foi, fera alterner à peu près régulièrement et, comme il dira, parallèlement, les recueils chrétiens avec les recueils beaucoup plus libres. Mais dès le début, je crois que ça n'est pas si simple et qu'il y a tout de même une espèce de divorce en lui. Lui-même parlera de schisme à ce propos, de schisme têtu. Et nous revenons à notre point de départ et à ce Verlaine avec lui-même désaccordé, bien entendu. Ah, jusqu'au bout, je crois. Alors je voudrais vous poser une dernière question, Jacques Borel. Comme vous avez refait, ou revu, l'édition des œuvres poétiques complètes que Yves Gérard Le Dantec avait donnée à la Pléiade, vous avez repris cette entreprise en main, fort heureusement, je le répète. Mais je suis frappé, moi, de ne pas y trouver, alors que ce sont les œuvres poétiques complètes, je suis frappé de ne pas y trouver les poèmes libres, justement, Femmes et Hombres, n'est-ce pas, que l'on publie toujours. D'ailleurs, dans l'édition que vous aviez faite avec Bouillane de Lacoste au Club du meilleur livre, ces poèmes libres étaient livrés dans un supplément réservé aux souscripteurs, n'est-ce pas, joint dans les deux gros volumes. Alors, pourquoi dans la Pléiade, enfin, nous sommes quand même maintenant... En 1977, le Verlaine est généralement réédité très souvent. Pourquoi
Je crois qu'il s'agit simplement d'un désir de l'éditeur que les pièces très libres ne figurent pas dans les œuvres poétiques complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. J'avais, lorsqu'on m'a demandé de faire ce travail, insisté pour qu'elles y figurent, mais là, il y a une opposition de l'éditeur. J'ai simplement réussi à glisser à la suite de Parallèlement certains poèmes qui vont dans le sens de ce que vous veniez de dire, de la série Filles, car au fond, Parallèlement et Filles, c'est à peu près de la même époque. Et Verlaine méditait une réédition de Parallèlement, à laquelle il n'ajoutera d'ailleurs que 2 poèmes, mais on ne sait pas trop, à un certain moment, lesquels de ces poèmes sont destinés au recueil très très libre, et lesquels sont destinés à Parallèlement. Mais là, il y a une opposition d'éditeur, simplement. Admire la brèche moirée et le ton rose blanc qui met la trace encore de mon entrée au paradis de Mahomet. Vois, avec un plaisir d'artiste, ô mon vieux regard fatigué, d'ordinaire à bon droit si triste, ce spectacle opulent et gai. Dans un mol écrin de peluche, noir aux reflets de cuivre roux, qui serpente comme une ruche, d'un bijou, le dieu des bijoux, palpitant de sève et de vie, et vers l'extase de l'amant, essorant la senteur ravie, on dirait, à chaque élément. Surtout contemple et puis respire et puis finalement baise encore et toujours, la gemme en délire le rubis qui rit, fleur du fort intérieur, tout petit frère épris de l'autre et le baisant, aussi souvent qu'il peut le faire, comme lui soufflant à présent. Mais repose-toi, car tu flambes. Aussi lui commence à peser cuisses et ventres, seins et jambes, qui ne cessaient de l'embrasser. Hélas, voici que son ivresse me gagne et s'en vient embrasser toute ma chair qui se redresse. Allons, c'est à recommencer. Bernard Delvaille, vous êtes non seulement poète, et vous venez de publier aux éditions Segers Faits divers, votre dernier recueil, mais également vous êtes l'auteur d'une anthologie déjà fameuse, puisqu'il y a eu plusieurs éditions et maintenant elle se présente en 2 volumes. C'est une anthologie de la nouvelle poésie française, c'est-à-dire une anthologie très vaste dans laquelle vous avez regroupé tous les poètes français de moins de 40 ans. Je pense que c'était votre principe. Oui. Alors c'est à ce titre-là que j'aimerais vous demander, comme vous avez scruté cette poésie qui est en train de se faire, si vous y avez décelé une trace de Verlaine. À vrai dire, non, je n'ai pas décelé de traces de Verlaine, encore que je crois que la poésie française est une chose continue, des origines à nos jours, qu'il n'y a jamais de rupture et que, m'étant intéressé à une certaine époque aux poètes symbolistes, je crois qu'il n'y a au fond pas grande différence entre les symbolistes et les jeunes poètes d'aujourd'hui, mais évidemment parmi les symbolistes, je ne pense pas que ce soit Verlaine qui ait laissé le plus d'influence. Pour quelles raisons je l'ignore, on pourrait les examiner. Je crois que peut-être le fait que la philosophie, que la psychanalyse, que l'université se soit emparée de la littérature et de la poésie française à une certaine époque, il y a quelques années, que ce soit bon, que ce soit mauvais, je ne porte pas de jugement, mais ce fait me paraît avoir centré l'intérêt davantage sur une personnalité aussi complexe que celle de Baudelaire, ou sur les textes de Mallarmé, n'est-ce pas, beaucoup plus que sur la gratuité, entre guillemets, de la poésie de Verlaine. Jacques Borel nous disait que Verlaine, au fond, n'avait pas choisi l'image, contrairement à Rimbaud. Et que c'est peut-être parce qu'il n'avait pas choisi l'image qu'il avait moins essaimé dans la poésie Il n'a pas choisi l'image, moderne. il a choisi la musique. Et il est certain que l'image est éternelle, que la vue d'un ciel ou la vue d'une fontaine ou d'un parc ou d'une statue de plâtre au fond d'un jardin ne bronche pas.
La musique, elle, subit une évolution peut-être beaucoup plus grande. C'est peut-être par ce trop de musicalité que Verlaine a paru injustement un peu diaphane, un peu passé, un peu comme un pastel, quelque peu fané. Si je prends un titre, par exemple celui de notre ami Marc Cholodenko, « Parc », n'y a-t-il pas, dans ce mot même, et par là, une présence au moins indirecte de Verlaine? Il est certain que Parc, au pluriel, est la preuve inconsciente, malgré tout, de la trace de Verlaine en 1972 ou 1977. Car le mot parc, je pense, est l'un des mots qui sont sans doute le plus employés par Verlaine, n'est-ce pas, dans le grand parc solitaire et glacé, etc., et dans les fêtes galantes. Donc, je crois que Verlaine peut avoir une certaine importance, mais il est bien certain qu'il est éclipsé par son compagnon Arthur Rimbaud, et surtout par la figure absolument monumentale de Mallarmé. C'est une musique mineure. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promené dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu, l'humble tonnelle de vignes folles avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble se plaint sempiternel. Les roses comme avant palpitent, comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même j'ai retrouvé debout la Velleda, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle, parmi l'odeur fade du réséda. Vous venez d'évoquer Rimbaud. Et vous me disiez hors micro quelque chose d'important, à savoir que c'est par cet éclatement Rimbaud-Verlaine, par cette union Rimbaud-Verlaine, par le travail à ce moment-là de la biographie, par l'apparition d'un aveu finalement, par cette vie déchirée entre ces deux hommes, que l'homosexualité a pénétré d'une façon différente dans la littérature. Oui, ça j'ai l'impression que, nous savons qu'il y avait au siècle précédent des écrivains homosexuels sur lesquels certains soupçons pouvaient porter, comme Vauvenargues, je ne parle pas de l'Antiquité gréco-latine, certains romantiques allemands comme Platen, etc. Mais j'ai l'impression vraiment qu'à partir du coup de revolver de Bruxelles, l'homosexualité entre en littérature désormais sans honte et sans masque. Et ça va donner naissance à l'affaire Wilde, puis à Corydon, et puis à Cocteau, puis à Jouandeau, puis à Julien Green, et puis toute la suite. Je crois que ça part vraiment de ce coup de feu belge. Qui révèle, ou qui permet de révéler par le procès, par tout ce qui s'en est suivi, par la personnalité de Verlaine, par la personnalité de Rimbaud, par toutes les pièces que nous avons eues. Je crois que ça a été une chose extrêmement importante dans une époque où, en plus, ce n'était qu'un petit piment de plus dans le goût de la perversité, dans le goût très pervers et en même temps très nuancé des domaines interdits, n'est-ce pas? On le voit très bien par la suite avec certaines poétesses de la fin du siècle. Quelque chose qui doit vous plaire également chez Verlaine, c'est qu'il fait entrer dans sa musique, dans sa musicalité, des mots étrangers et principalement des mots anglais. Ah ça me plaît beaucoup, parce que je crois que Baudelaire avait fait entrer ce merveilleux mot spleen, et Musset avait fait entrer des noms propres, n'est-ce pas? Il se fit tout à coup le plus profond silence quand Georgina Smolens se leva pour chanter. Et Verlaine, lui, fait entrer pas mal de mots anglais. D'abord de mots... il était professeur d'anglais, n'est-ce pas? Il apprenait l'anglais d'ailleurs à ses élèves d'une façon extrêmement curieuse. Il le connaissait mal et il le leur apprenait en parlant français. Et un jour, un inspecteur d'académie est entré dans la classe et Verlaine était en train de dire « Voulez-vous jouer avec moi ?» Et l'inspecteur dit à Verlaine, curieuse façon d'apprendre l'anglais sur des mots français. Et Verlaine lui répondait, oui, mais le plus difficile pour apprendre l'anglais, c'est la prononciation. Alors je commence par leur faire apprendre la prononciation anglaise sur des mots français. C'est déjà un départ. Ceci dit, il a voyagé à Londres, avec Rimbaud en particulier, et il est certain que certains de ses poèmes, pas les poèmes du début, pas les poèmes saturniens, pas les fêtes galantes, mais déjà avec les romances sans parole et avec un certain nombre de poèmes de Jadis et naguère, dont je crois le sonnet boiteux, il me semble que c'est le titre de ce poème. Et d'ailleurs, dans Romances sans
sans parole, toute une Et section. dans le roman sans parole, toute une section qui est faite... Tous les poèmes ont des titres anglais qui sont souvent des titres, d'ailleurs, je pense, de chansons populaires ou de mélodies, comme la Saint-Valentin, des choses ou comme de ça. rappels de Baudelaire. Vous avez cité le mot spleen, et voici le poème qui s'intitule Spleen. Les roses étaient toutes rouges et les lierres étaient tout noirs. Cher, pour peu que tu te bouges, renaissent tous mes désespoirs. Le ciel était trop bleu, trop tendre, la mer trop verte et l'air trop doux. Je crains toujours ce qu'est d'attendre quelque fuite atroce de vous. Du houx à la feuille vernie et du luisant buis, je suis là, et de la campagne infinie et de tout. Fort de vous, hélas. Il y a un retour de Verlaine possible dans cette jeune poésie que vous scrutez. Je crois qu'il y a un retour de Verlaine possible, peut-être probable, mais qui n'est pas encore décelable. Et ce retour, à mon avis, va se faire de la façon suivante. C'est que la poésie a tendance philosophique. La poésie a tendance engagée, qu'elle s'engage dans quoi que ce soit. Y compris peut-être même dans l'homme. Enfin, c'est moins sûr, parce que tout poète est engagé dans l'homme et dans soi-même. Mais surtout, alors, la poésie a tendance politique, n'est-ce pas? La poésie qu'on a vue aux États-Unis il y a quelques années, la poésie issue de la Résistance, tout ça, le Vietnam, la Corée, l'Algérie. Cette poésie me paraît complètement dépassée et vraiment terminée. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement dans les deux sens du mot, heureusement pour elle et heureusement pour les affaires politiques des pays. Mais j'ai l'impression que nous allons vers un nouveau romantisme, et je dirais presque un nouveau dandysme poétique. Et c'est là, je pense, que Baudelaire, qui est l'un des dandys types du XIXe siècle, Mallarmé, qu'on pourrait appeler un peu un terroriste de la dentelle, un terroriste du fruit confit, un terroriste du marron glacé. Et je crois que Verlaine, lui, qui est un dandy de la langue, un dandy dans ce qu'il a, c'est lui, au fond, tout de même, qui a poussé le vers français dans sa fluidité la plus poussée, dans sa désarticulation la plus savante et en même temps la plus admirable, la plus lyrique, la plus sensible, la plus sentimentale, la plus touchante, la plus émouvante. Je crois que par cela, Verlaine, prince des poètes, peut rencontrer de nouveaux lecteurs, justement parce que la seule chose qui existe pour lui et la seule chose que nous trouvions dans son œuvre, c'est, disons, la poésie à l'état pur. Toutes deux regardaient s'enfuir les hirondelles. L'une pâle aux cheveux de jais, et l'autre blonde et rose, et leur peignoir léger de vieille blonde, vaguement serpenté, nuages autour d'elles. Et toutes deux, avec des langueurs d'asphodèles, tandis qu'au ciel montait la lune molle et ronde, savouraient à longs traits l'émotion profonde du soir et le bonheur triste des cœurs fidèles. Tels, leurs bras pressants, moites, leur taille souple, couple étrange, qui prend pitié des autres couples, tels, sur le balcon, rêvaient les jeunes femmes. Derrière elles, au fond du retrait riche et sombre, emphatique comme un trône de mélodrame, et plein d'odeurs, le lit des fées s'ouvrait dans l'ombre. Il y a un dernier point, Bernard Delvaille, qui a été évoqué plusieurs fois au cours de cette relecture, mais j'aimerais qu'on y revienne pour clôturer cette émission, et c'est cet autre Verlaine, ce Verlaine découvreur, ce Verlaine de la lecture, si vous voulez, ce Verlaine des autres. Alors j'entends très précisément d'abord les premiers écrits qui sont les textes sur Baudelaire, et surtout les poètes maudits. Oui. Bon, bien sûr, là-dedans, on pourra toujours reprocher à Verlaine d'avoir, par instant, mon Dieu, manqué son objectif, mais enfin, il n'avait pas le recul nécessaire et il était, comme nous le sommes tous, un peu soumis à des complaisances. Mais l'ensemble demeure.
Bien fondamentale. sûr, complaisance, y compris celle de s'y faire figurer sous le nom de pauvre Lélian. Je ne sais pas, je crois qu'il y a eu 2 éditions des Poètes maudits, l'une avec 3 études et l'autre avec 6, il me semble. Je ne sais pas quelle est la date de la première. Je crois que c'est 1884. 84. Pour ma part, je trouve que le grand livre qui pourrait s'appeler Les Poètes maudits est celui vraiment qui me paraît aller beaucoup plus loin et sans complaisance, c'est le passage où Huysmans fait lire à des esseintes les poèmes de Corbière, de Mallarmé, et je crois que c'est ça, le vrai découvreur, c'est peut-être des esseintes à travers Huysmans plus que Verlaine. Mais enfin, il est certain que le rôle de Verlaine, écrivant sur la Forgue, écrivant sur Charles Cros, et surtout sur Marceline Desbordes-Valmore, parce que je crois que la grande découverte des Poètes maudits, c'est pour la première fois, et c'est loin d'être la dernière, nous savons ce que les surréalistes lui prendront, et l'importance qu'ils lui accorderont, je crois que la grande gloire de Verlaine, ça a été peut-être de mettre au premier plan Marceline Desbordes-Valmore, qui est tout de même l'une des 3 ou 4 plus grandes poétesses de la lyrique française. Donc, voilà encore ce Verlaine aussi que nous avons vu double d'un bout à l'autre de cette émission, puisque, à la fois, vous venez de le dire, il permet à l'homosexualité masculine de s'affirmer par le coup de revolver de Bruxelles et le procès qui s'ensuit et son séjour à la prison de Mons, et d'autre part, c'est lui aussi qui révèle, malgré tout, la poésie lyrique féminine. Féminine, oui. Ce qui rejoint un peu, en fait, ce que nous disions tout à l'heure avec Jacques Borel, ce qui court d'un bout à l'autre de son œuvre, perceptible un peu partout, et qui est une sorte de fascination pour l'amour saphique. Oui, certainement. C'était peut-être assez de l'époque, encore que je ne sois pas sûr que Marceline Desbordes-Valmore ait participé de ses amours. Non, certainement pas. Enfin, tout cela fait partie d'une sorte de Verlaine beaucoup moins simple. Ah, sûrement. Mais je crois que celui qui a écrit certains poèmes de Parallèlement, ou même des poèmes de la fin qu'on connaît moins bien, comme les chansons pour elle, ou les dédicaces, tout ça, est loin d'être un homme simple, et heureusement pour nous. Tes yeux, tes cheveux indécis, l'arc mal précis de tes sourcils, la fleur palote de ta bouche, ton corps vague et pourtant dodu, te donne un air peu farouche, à qui tout mon hommage est dû. Mon hommage. Ah, parbleu, tu l'as. Tous les soirs, quelle joie, et sous là, ô ma très sortable châtaine, quand vers mon lit tu viens, les seins roides et quelque peu hautaines, sûrs de mes humbles desseins. Les seins roides sous la chemise, fiers de la fête promise à tes sens, partout et longtemps. Heureuse de savoir ma lèvre, ma main, mon tout, impénitent de ces péchés qu'un fol s'ensèvre, sûr de baisers savoureux dans le coin des yeux, dans le creux des bras et sur le bout des mâmes, sûr de l'agenouillement vers ce buisson ardent des femmes, follement, fanatiquement, et hautaine, puisque tu sais que ma chair adore à l'excès ta chair, et que tel est ce culte qu'après chaque mort, quelle mort, elle renaît dans quel tumulte, pour mourir encore, et plus fort. Oui, ma vague, sois orgueilleuse, car radieuse ou sourcilleuse, je suis ton vaincu. Tu m'attiens, tu me roules comme la vague dans un délice bien païen, et tu n'es pas déjà si vague. Pour en terminer, Bernard Delvaille, si je vous résume, si je vous comprends bien, vous voyez un avenir à Verlaine. Certainement, comme je vois un avenir à un autre poète qui lui ressemble beaucoup et qui est Jean de La Fontaine. Alors nous allons terminer cette émission de relecture par un poème qui n'est pas de Verlaine, qui est un poème surprenant, puisque c'est le tombeau de Verlaine par Mallarmé, et qui est peut-être l'approche la plus exacte de ce personnage que nous avons vu pendant 1h30 être un personnage parfaitement fuyant. Le noir roc courroucé, que la bise le roule, ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains tâtant sa ressemblance avec les mots humains, comme pour en bénir quelque funeste moule. Ici, presque toujours, si le ramier roucoule, cet immatériel deuil opprime de main nubile plie l'astre mûri des lendemains, dont un scintillement argentera la foule. Qui cherche, parcourant le solitaire bond, tantôt extérieur de notre vagabond, Verlaine?
Il est caché parmi l'herbe, Verlaine, à ne surprendre que, naïvement d'accord, la lèvre sans y boire ou tarir son haleine, un peu profond ruisseau calomnié, la mort. Relecture, une émission de Hubert Juin. Aujourd'hui, Paul Verlaine, avec la participation de Jacques Borel, Michel Descaudins et Bernard Delvaille. Texte lu par Michel Lonsdal et Jean Negroni. Prise de son et mixage, Myron Merson et Philippe Paluot. Assistante Dominique Costa. Réalisation, Anne Lemaître.